Rapidement, alors, vous avez sûrement déjà eu plein de conférences, on vous a parlé de la transition numérique, on vous a parlé de plein de termes, plein de gros mots, comme je dis toujours, les contraintes, les opportunités, les menaces, l'ubérisation, tous ces termes. Alors, moi, je suis là aujourd'hui pour vous déstresser. Hein, dans un monde où on n'arrête pas de nous stresser avec des trucs comme ça. Alors, comme je dis d'ailleurs, on nous dit toujours, on nous dit par exemple, la profession comptable, enfin la comptabilité est la deuxième prestation de service la plus ubérisable. Bon, c'est ce qu'on nous raconte dans plein d'études et tout et tout. Bon, moi très clairement, j'y crois pas du tout. Et au contraire, je vais vous répondre que si je dois me faire ubériser, je vais le faire moi-même. Donc je préfère m'ubériser moi-même, ça s'appelle l'automatisation. Hein. Donc n'oublions pas un petit peu toutes ces choses-là, et notamment ce matin, alors pour moi le terme le plus important, la disruption, tout ça c'est gentil, oui il faut pas, mais le plus important pour moi c'est, et je reviendrai souvent dessus, je vous le citerai souvent dans la matinée, c'est l'intermédiation. Voilà, c'est moi qui dois garder le contact avec l'entreprise. Ça c'est important. On a, dans l'introduction, on vous a parlé pas mal de l'aspect humain, je vais vous en parler aussi beaucoup parce que l'aspect humain il est important, surtout dans un monde complètement numérique, on va voir que cet aspect humain, il faut le conserver, il est primordial. Voilà. Alors, juste un petit retour en arrière, très très vite, je ne veux pas faire l'ancien combattant, mais pourquoi la profession a commencé à avancer très tôt dans la dématérialisation? C'est très simple, sous la menace, c'est toujours pareil. En 1998, un commissaire européen qui s'occupait de la directive service, 6e directive service, donc un certain Bögelstein, on ne dit pas Heim parce que c'est un Hollandais, nous dit il n'est pas possible qu'il y ait une prérogative d'exercice sur la tenue de la comptabilité. Vous imaginez l'effet que ça a pu nous faire en disant votre monopole, vous pouvez vous le mettre où je pense, excusez-moi si je suis un peu de temps en temps direct dans mes propos, mais très clairement c'est pas possible, au niveau de l'Europe c'est pas possible. Voilà. Donc à cette époque-là, Dominique Ledouble, qui était président, m'a demandé de mettre en place un groupe de travail et de dire comment on peut s'y prendre. On n'a plus de monopole, pardon, mot interdit, c'est un gros mot pour l'Europe, prérogative d'exercice. Donc on n'a plus de prérogative d'exercice, ça menace juste 70% de notre chiffre d'affaires, donc une paille. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Voilà. Donc par rapport à ça, ce groupe a sorti un petit peu une étude présentée au congrès de Strasbourg en 1999 sur l'impact des nouvelles technologies sur les cabinets. Alors résumé très rapide, qu'est-ce que ça racontait cette étude? Ben voilà, c'est simple. Le 21e siècle est le siècle de la communication. Celui qui détient l'information détient le pouvoir. Voilà. Un média est en train de prendre le pas et va englober tous les autres médias. Ça s'appelle l'Internet. Donc faisons donc en sorte que l'expert comptable s'approprie l'Internet. Tout ça dans le but pour maîtriser l'ensemble de l'information et se rendre incontournable. Voilà, c'est très clairement, c'était un petit peu ça, le sens un petit peu de l'action qui a pu être menée. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par dire, on va commencer par faire ce qu'on sait faire au début, hein, parce qu'on ne parlait pas de tout ce dont on parle aujourd'hui. Et donc on a commencé par dire, bon, on avait les téléprocédures démarraient, donc on va commencer par faire une norme, les normes pour pouvoir généraliser, parce que dès qu'on va parler de généralisation, pour les téléprocédures, c'était déjà la question, comment pouvoir généraliser? On peut généraliser que si on a des normes. Donc à cette époque-là, je suis arrivé à ce moment-là au Conseil supérieur, on a terminé les normes, on est monté à l'ONU et on a fait la norme mondiale. Donc Edificas détient la norme mondiale et la DGFiP a donc adopté nos normes. Donc tout le DI envoyé à la DGFiP, hein, EDI TDFC, EDI Paiement, EDI TVA, EDI Part, EDI de DSI, EDI Requête, j'en ai peut-être oublié un. Tout ça, c'est fait à partir d'une norme mondiale qui nous appartient, enfin qui appartient à l'association Edificas, ce qui nous a permis d'éviter que ça aille dans tous les sens. Voilà. Donc ça, c'était volontaire, c'était pas pour être propriétaire, mais c'était pour pouvoir avancer. Une fois qu'on a fait les normes, ensuite, on pouvait passer aux outils. Donc les outils, et on a créé en 2000, enfin ouvert en 2001, on a créé jedéclare.com, donc JDC, dont le but était surtout pas de faire des téléprocédures. Mais dès le cahier des charges de 2000, c'était déjà marqué dedans, c'était pour faire des téléprocédures, mais aussi pour organiser les échanges bancaires, collecte de relevés bancaires, envoi de bilan, c'était aussi pour faire des choses qui ne sont pas encore faites,
collecte des factures électroniques, archivage électronique, enfin, c'est des choses dont on va parler cet après-midi. Donc très clairement, je déclare, c'était conçu comme étant le produit, le bras armé de la profession pour lui permettre de mutualiser tous les moyens pour pouvoir prendre en charge la dématérialisation de l'entreprise. Et quand j'avais présenté, je déclare au Conseil supérieur en octobre 2000, à l'époque, j'avais clairement dit, tout ça, c'est pas de l'informatique, mais tout ça, c'est très simple. C'est un ensemble d'outils qui vont permettre à la profession, à l'expert comptable, de se rendre incontournable, puisqu'il va prendre en charge l'ensemble de la dématérialisation et du système d'information de ses clients. Voilà. Donc, dès le départ, ça a toujours été fait et conçu pour ça. Voilà. Donc c'était un petit peu notre réponse. Bon, après vous avez connu la généralisation du fiscal, ça pas de problème, ça s'est passé à peu près pas trop dans la douleur, ça s'est plutôt bien passé, puisque depuis 2015 toutes les procédures sont à 100% numériques, en EDI ou en EFI. Voilà. Je serai moins affirmatif sur le social, surtout qu'en ce moment on en bave encore pas mal au bout de 15 mois de mise en place, de généralisation de la DSN, ça ne marche toujours pas parce qu'on a affaire à la sphère sociale et que la sphère sociale, elle fait ce qu'elle veut. Donc vous avez des centaines de partenaires et donc s'ils décident de ne pas respecter la loi, ils ne respectent pas la loi. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez des problèmes avec les organismes, avec les OC, les organismes complémentaires de prévoyance, de santé, tous ces trucs-là, qui n'appliquent pas, qui ne font pas le télépaiement, qui ne respectent pas la loi Warsmann. Voilà. Donc à un moment d'ailleurs, on a envie de s'énerver un petit peu et de dire application de la loi. Mais comme on ne sait pas qui dirige la sphère sociale, parce qu'entre le directeur de la sécurité sociale et Bercy qui est la tutelle, c'est flou. Voilà, on ne sait pas bien. Donc autant sur la partie fiscale, c'est plus facile. Je suis beaucoup moins inquiet sur le PASS, qui pourtant va être un truc énorme à mettre en place. Je suis moins inquiet sur le PASS que sur la mise en place de la DSN. Parce que janvier-février, ça va être l'horreur. Bon, chez vous, chez moi. Non, mais ok, mais après ça va fonctionner. Parce que la DGFiP, il corrige. Et surtout, ce qui est important, il respecte les normes. Alors que dans le monde social, j'ai un bout de la norme qui me gêne, je la change. Voilà. Donc ça sera moins pire. Je ne veux pas faire de l'angélisme, je ne suis pas là pour ça, on va être pragmatique. Je n'aurai pas de langue de bois du tout aujourd'hui, parfois je serai un peu direct, ça peut choquer certains. Mais voilà, je suis là pour vous dire les choses telles qu'on les ressent et telles que ça se passera. Et puis dans les 5 prochaines années, surtout le gros truc qui va nous faire beaucoup de changements dans la façon de travailler, ça va être la facture électronique, mais ça on y reviendra cet après-midi. Le règlement IDAS, tout ça, j'en parle pas parce que tout ça c'est le programme de l'après-midi. Voilà. Bon, la profession, elle bouge beaucoup. Depuis 2-3 ans, d'ailleurs, on a pu voir le congrès quand on a lancé l'expert comptable numérique, le 30 septembre 2015. On était plus de 6000 au Palais des Congrès, c'était un chiffre jamais atteint. On n'avait jamais dépassé les 5000 inscrits payants dans un congrès. D'accord ? Et là, Lyon, qui avait été un très beau congrès, qui avait battu le record avec 4003, mais l'année suivante, on est passé à plus de 6000. Bon, c'est dire que la profession, et d'ailleurs le Palais des Congrès était trop petit. Bon, mais oui, de temps en temps, ça pose des problèmes. Mais donc, très clairement, c'est parti et on y va tous. Alors, dans le marché aujourd'hui, quand même, tout le monde a cette même problématique. L'expert comptable veut être en avant, mais tout le monde veut être en avant. Et aujourd'hui, on nous parle beaucoup de nomadisme, tout le monde nous parle de cloud, de SaaS, d'automatisation de la tenue de la comptabilité. Mais là-dedans, en tout cas, ce qui est important, c'est que dans tous les métiers, tous les prestataires de services, tout le monde veut faire la même chose. Tout le monde veut être l'intermédiaire, veut intermédier, parce que si je n'intermédie pas, je me fais désintermédier. D'accord ? Et que, c'est ce que je vous dis au départ, c'est celui qui détient la relation client qui va détenir la valeur ajoutée. Quand vous voyez le nombre de plateformes, vous prenez des Booking, vous prenez des Uber, vous prenez tous les types de plateformes que vous pouvez connaître, que vous connaissez mieux que moi. Le but du jeu, les gens, c'est pas leur métier, simplement ils prennent la relation client, et en prenant la relation client, il y a la maîtrise du client, et donc la valeur ajoutée. Est-ce que c'est ce que fait Intuit, par exemple ? Intuit, QuickBooks, c'est en France. Donc Intuit, non, parce que eux, ils ont vraiment un logiciel.
C'est ce que font des gens qui vous disent je vais vous chercher des clients. Vous voyez, l'agenda en ligne. Ah ben, une tweet, non, c'est nous qui leur ramenons nos clients, c'est un petit peu différent. Ouais. Mais le vrai problème, c'est que c'est... On est sur un plateau de relation client. Oui, mais avec tous les éditeurs, c'est pareil. Quand vous vendez un logiciel de gestion, par contre, il faut veiller que ce soit bien moi qui maintienne la relation, que ce soit pas eux qui la prennent. Voilà. Donc, à chaque fois, comme avec les éditeurs, il faut toujours se méfier un petit peu de garder cette relation. Alors, la profession, elle a des atouts importants. Tous les 2 ans, il y a une enquête qui est faite auprès des entreprises pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pense des conseils, quelle est la place de l'expert comptable. Et c'est pas l'ordre qui le fait, c'est vraiment un organisme extérieur. Alors on a des enquêtes, la dernière de 2016, très clairement on nous dit elle est à plus de 86% de mémoire, 86 quelque chose, voilà. Qu'est-ce que nous disent les entreprises? Mon conseiller principal, c'est l'expert comptable. Il est bon, il est sérieux, je l'aime. Waouh, une déclaration d'amour. C'est super comme ça le matin pour démarrer. Et ouais, c'est super, mais... Ah, c'est quoi le mais? C'est quoi le mais? D'après vous, quel est le reproche que nous font nos clients? Ou presque, pas assez présent. Je l'aime, mais je ne le vois pas. Hein, je ne le vois pas assez. Je ne le vois pas assez. Alors que ce soit pour le conseil ou pour tout type de rencontre, hein, d'ailleurs, hein, vous avez raison. Hein. Mais donc très clairement, aujourd'hui, nos clients nous disent « je veux le voir ». Et puis on voit aussi un petit peu l'évolution des choses, où très clairement, aujourd'hui, la TPE nous dit « Monsieur l'expert comptable, prenez-moi tout en charge ». Le comptable, le fiscal, l'administratif, le social, le juridique, le financier, et tout le reste. Parce que parfois on devient même un peu écrivain public. Hein. On se demande parfois, non mais parfois on fait des trucs, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Enfin, c'est pas grave, c'est la prestation globale que nous demandent nos clients. Donc ça c'est un atout important parce qu'on a une grande proximité de l'entreprise et on a une grande confiance de nos clients. Donc ça, c'est vraiment des atouts qu'il faut regarder, mettre en avant, et surtout investir là-dessus. On note indépendance, tout ça, il n'y a pas de problème. Mutualisation des moyens, on a l'habitude et on sait travailler en réseau, on sait travailler avec d'autres professionnels. Donc tout ça, c'est des choses qui sont des points très positifs, qui nous permettent d'ailleurs de prendre la relation globale de l'entreprise, puisque quand je vais être obligé d'avoir affaire à un spécialiste, je serai capable d'aller travailler avec un autre professionnel. Ça, c'est nos points forts. Alors, mais aussi on a quelques points faibles. Oui, on a quand même quelques gênes. On n'est pas assez disponible. On n'est pas assez disponible parce que très souvent on est noyé dans le flot. Hein, on passe d'une échéance fiscale à une échéance sociale, et puis on a un petit peu le nez dans le guidon. Voilà. Et donc on n'est pas assez disponible à l'écoute de nos clients qui voudraient justement qu'on leur fasse un peu plus de conseils et qui voudraient nous voir un petit peu plus. Voilà. Donc ça, c'est un effort important qu'on va devoir faire. Et puis surtout, et c'est là où va pêcher la transition numérique, c'est là où il va falloir qu'on concentre beaucoup nos efforts sur le deuxième point, c'est le choc culturel et humain. On en parlait justement en introduction, et donc c'est quelque chose de très 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 important. On a un souci quand même, on a un problème. Dans nos cabinets, nous-mêmes, on a une formation de technicien, on a des collaborateurs qui sont des techniciens. Donc, c'est quoi le principe d'un technicien? Je déroule une procédure, ça fait 15 ans que je fais comme ça, il n'y a aucune raison que ça change puisque ça marche. L'introduction du changement, c'est donc quelque chose qui n'est pas évident. Alors, je suis assez bien placé pour en parler parce que quand même, ouais, il y a un truc que je ne vous ai pas dit. J'ai un cabinet qui vient de fêter ses 60 ans, c'est le cabinet de mon papa. Et j'ai une ancienneté moyenne, un vieux cabinet, ça a un capital humain important. J'en suis très fier d'ailleurs, hein, mais j'ai une ancienneté moyenne, l'année dernière, parce que j'ai commencé à avoir pas mal de départs à la retraite, là depuis quelques temps, j'ai des vagues, là j'ai quelques années de départ à la retraite importantes, mais à l'année dernière, début d'année, j'avais 19 ans d'ancienneté moyenne. 40% de mon personnel, plus de 30 ans d'ancienneté, et sur 57 salariés, j'ai déjà remis 8 médailles Grand Or du travail. Il y a plein d'endroits où on me dit c'est quoi la médaille Grand Or? Parce que ça n'existe pas. 40 ans dans la même entreprise. Bon, alors je ne vous dis pas la transition numérique et l'histoire de faire changer un peu les habitudes des gens. C'est de temps en temps compliqué. Donc c'est
je sais pas, ah voilà, on va taper un peu dessus de temps en temps. C'est donc un challenge humain important, et donc très clairement, la transition numérique, ça va être l'accompagnement de ce changement. Changement difficile, parce que, ouais, je me souviens comme ça, pour un congrès, dans un atelier, on avait eu un petit sketch d'Anne Roumanoff, et puis à un moment, elle me dit, je ne le ferai pas aussi bien qu'elle, mais ça m'a tellement fait rigoler son truc, elle me dit, le problème avec les Français, c'est que ils voudraient que tout change, mais que ce soit comme avant. Et ben oui, c'est ça la problématique. C'est, en fin de compte, on peut le dire autrement, les autres doivent changer, pas moi. Voilà, c'est une autre façon de le traduire, mais c'est un peu notre mentalité. Donc oui, ben, on y est confronté, comme beaucoup de nos clients, comme beaucoup de métiers, on n'est pas les seuls. Mais c'est encore plus marqué chez les techniciens, hein, les professions techniques. Donc très clairement, voilà, ça c'est notre premier handicap important. Donc la transition numérique, ça va être avant tout un projet humain. Un projet humain, et moi on vient me chercher de temps en temps pour des missions de dématérialisation, hein. J'ai des entreprises qui me demandent de mettre en place une dématérialisation à 100% dans l'entreprise, ok, je fais ce type de mission, mais la première question que je pose en général, hein, la première fois qu'on me l'a demandé, c'était une filiale Natexis, filiale télématique de Natexis qui prenait son indépendance, qui sortait de l'ERP du groupe, voilà. Et donc, il me connaissait, voilà, on se connaissait bien du monde de la démat, parce qu'il en était. Et puis, il me dit, tu peux mettre ça en place. Je lui dis, oui, mais attends, d'abord, dis-moi, je te rencontre quand? Quand est-ce que je te vois? Parce que le reporting, le 6 du mois, ok, vers le groupe, mais ça ne t'amène rien, et tu as peut-être besoin d'avoir un pilotage d'une entreprise, ça va où t'en es? Ah, il me dit, ah ouais, puis c'est ça que je veux, parce que moi, le groupe, il me redescend jamais rien. Bon, donc j'ai commencé par lui demander si on pouvait et je lui ai dit, c'est bien simple, si je ne te rencontre pas pour ton bilan, pour tes situations et tout, je ne prends pas la mission. Hein? Et donc voilà, moi j'exagère un petit peu, je grossis un peu le trait, mais aujourd'hui, ce que je dis à tout le monde, c'est plus je dématérialise et plus je veux renforcer le contact humain. Alors le contact humain sur toutes ses formes, il faut se rencontrer de temps en temps, on peut faire de la vidéo, on peut faire du Skype, on peut faire pas trop de téléphone, parce que moi quand je parle à quelqu'un, je veux voir ses yeux. Parce que moi je vois si ce que je raconte, si ça lui passe complètement au-dessus de la tête, d'abord s'il m'entend, et si je raconte, si ça passe à peu près, et c'est important. On ne peut pas faire de conseils, on ne peut pas travailler avec les gens sans les voir. Voilà. Donc ça reste important. Moi, pour moi, c'est un credo important. Pas de démat sans contact humain. Alors, il y a des cabinets qui se font en ligne. Bon, c'est pas mon truc. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. J'estime que ce n'est pas ma profession. Je suis un professionnel libéral et je dois rencontrer mes clients. Après, libre à chacun de penser autre chose. Je n'oserais pas imposer mes pensées. Mais attention à l'humain. L'humain est très important. C'est notre force. Il faut la préserver et il faut même la développer. Alors, très clairement, pour réussir un petit peu ce défi de la transition numérique, il faut être très clair, l'expert comptable, comment il fait? Comme il fait toujours. Soit il commence par chez lui pour apprendre, voilà. Après il accompagne ses clients, il va accompagner les PME, et quand c'est des TPE qui ne savent pas faire, il fait pour eux, pour elles. Pardon. Et donc très clairement, on va continuer à faire pareil. Il n'y a aucun, et on va en parler tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais vous parler de faire certains types de travaux pour le compte du client dans la démat, dans la numérisation. Voilà. Et donc, on va toujours s'appuyer sur notre valeur ajoutée, cette confiance, notre marque, la marque expert comptable, notre signature, tout ça c'est important. Et donc, en effet, cette chaîne de la confiance va être garantie et assurée par l'expert comptable. On reviendra sur ces termes que j'utilise. Et donc, très clairement, oui, ça va être notre rôle. Nous allons venir non seulement nous allons continuer à faire des missions de tenue de comptabilité, mais en plus, on aura toujours un rôle de tiers de confiance dans lequel notre signature sera importante. Et enfin, les métiers de la comptabilité, ouais, ça va changer. Alors, on a beau me dire qu'en 2030, il n'y aura plus de comptables. Alors, je vais corriger l'expression. On m'a donné un nom il n'y a pas longtemps, c'était des enseignants, des historiens de la comptabilité. Ils utilisent le mot teneur de livre. Voilà. Donc oui, le teneur de livre va disparaître. Oui, mes collaborateurs ne passeront plus d'écriture à la mimine avec leurs petites mains sur le clavier de l'ordinateur. Oui, je suis d'accord.
avec l'intelligence artificielle et tout ça, c'est mon robot là-bas, vous voyez, il tient debout, et il est en page blanche, hein, parce que pour l'instant, je ne lui ai rien apporté comme information. Donc, tant que je ne lui ai pas apporté d'information, il ne peut pas me l'automatiser et me la passer. Donc, très clairement, ouais, bien sûr, c'est lui qui va me passer les écritures, mais moi, il faut que j'organise la collecte des données. Et donc les flux de données, on est dans un monde qui se complexifie, donc les flux de données vont être multiples, et notre rôle, très clairement, ça va être d'organiser, moi ce que j'appelle cette intégration de données et de services, pour amener ça à mon ordinateur, qui là va pouvoir afficher quelque chose une fois que je lui aurai apporté l'ensemble des documents. Donc le rôle de nos collaborateurs comptables va évoluer, au lieu d'être des teneurs de livres, ils vont devenir des organisateurs de flux d'informations et mettre en place cette intégration de données. Ah ouais, c'est leur niveau, là, il faut qu'ils montent un tout petit peu. Donc là, il faut qu'on fasse un effort de formation, un effort aussi, alors j'avoue que avec mes collaborateurs qui ont un petit peu d'âge, c'est pas toujours évident. Ben si, moi ce que je fais beaucoup, comme ils sont par binôme, souvent dans les bureaux, nos collaborateurs, moi je mets toujours un ancien qu'un jeune. C'est sympa, ça marche bien, parce qu'il y a le jeune qui aide un petit peu l'ancien pour avancer dans toutes ces nouvelles technos, et puis on a l'ancien qui forme le jeune. Alors il faut aussi des gens qui s'entendent. Ça ne marche pas à 100%, mais ça, quand on a affaire à des gens qui communiquent, qui sont ouverts, ça peut être très riche, et donc il faut aussi s'appuyer là-dessus, c'est important. Donc oui, les métiers de la tenue de comptabilité vont évoluer, vont changer. Mais moi, je suis convaincu, j'ai rempli avant-hier un questionnaire de quelqu'un qui faisait un mémoire là-dessus. On m'a demandé, est-ce que vous pensez que la mission de tenue va baisser dans votre pourcentage de chiffre d'affaires? Non. Je suis convaincu que dans 10 ans, je me trompe peut-être, hein, je n'ai pas vérité sur tout, mais moi, je suis convaincu que je ferai autant de tenues de comptabilité dans 10 ans que j'en fais aujourd'hui. Autrement, bien sûr, avec beaucoup plus de connexions, de partage client, avec du cloud, du SaaS, avec du nomadisme, ok, avec tout ce que vous voulez. Mais c'est quand même moi qui vais continuer à faire cette tenue de comptabilité, même si je la partage avec le client. Voilà. Alors surtout, plus important, avec toute cette donnée électronique qui va dans tous les sens, on va nous dire aussi, cette donnée, elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Donc on va ajouter à notre métier de base le fait de devenir, on va être en permanence des attestateurs de données. Hein, c'est-à-dire vérifier la validité de la donnée, et comme vous allez voir, on va parler en fiscalité de la forme de la donnée qui est très très importante. On va nous demander de vérifier cette forme. Voilà. Pour vérifier, un terme qu'on va utiliser beaucoup cet après-midi, la force probante de la donnée. Je viens pas ce matin, on en parle longuement cet après-midi. Donc très clairement, tout ça, ça va être nos métiers, et une fois qu'on aura collecter les données, traiter les données, attester les données, on va les redistribuer. Et puis enfin, bien sûr, toutes ces données, il est évident que dans le monde papier, je ne jette pas mes travaux et tout ce qui sort du cabinet, en général je l'archive, et bien là de la même manière j'organiserai l'archivage électronique de tous ces éléments, et toujours en conservant une force probante, c'est-à-dire une validité juridique du document, de l'information et du document électronique. Voilà. Donc notre métier va pas mal évoluer, va beaucoup changer, mais avec un bel enjeu, un beau projet humain. Enfin moi je vais être honnête, ça me passionne et j'ai envie de le vivre. J'espère que, parce que je commence à avoir un peu de cheveux blancs, j'arrive dans des tranches d'âge où on va commencer à me parler de retraite. Ouais, ça j'ai pas envie d'en parler tout de suite, on verra plus tard. J'espère surtout que j'aurai la chance d'assister à la mise en place de tout ça. Et puis, en plus du conseil dont on nous demande de continuer à développer, en plus de ça, des nouveautés quand même, parce qu'on nous parle depuis, ça fait 10 ans qu'on vous parle à l'ordre du full service. Hein, cet après-midi, je vais vous en parler pour de vrai. Hein, parce que qu'est-ce qui va se passer? La plupart de mes clients ne sauront pas faire de facture électronique, ils vont me demander de le faire. Donc je vais faire un service, je vais commencer à travailler là-dessus. Cette année, oui, je suis plutôt sur cette année, c'est le bulletin de paie électronique. L'année prochaine, c'est la facture. Voilà, fin 2019, j'aurai une plateforme de facture électronique pour faire des factures électroniques, mais je vous expliquerai ça cet après-midi. Pour mes clients, voilà. Et donc très clairement, au début, ils vont nous demander de faire les clients, de faire leurs factures, et puis souvent de nous dire, ouais, mais en plus, moi, ce truc-là, je ne sais pas l'envoyer à la banque, je ne sais pas le mettre en paiement, je ne sais pas faire de la cession de créances, je ne sais pas faire du recouvrement.
vous ne pouvez pas me prendre en charge et nous pourrons avoir une mission complète de full service sur la gestion du poste client. Pour moi, c'est un des principes importants. On vous envoie les supports, hein, donc bien sûr, vous pouvez prendre des notes, il n'y a pas de souci, mais les supports, Coralie les a et va vous les faire parvenir rapidement. Oui, d'ailleurs, vous allez recevoir les supports sous 2 formes, parce que si je vous parle de documents numériques, je vous parlais d'originaux électroniques, donc bien sûr vous aurez un PDF simple, ça vous permettra de découper des trucs et de reprendre des séquences, et puis vous aurez un autre que vous ne pourrez plus découper puisqu'il sera signé électroniquement et que vous ne pourrez pas le modifier. Voilà, donc, mais c'est normal parce que faites ce que je dis et de temps en temps ce que je fais.